Voilà, bonjour à tous, bienvenue à ce cinquième webinaire All for Pack Emballage Paris. Ravi de vous retrouver. Comme vous le savez, la filière de l'emballage est vraiment au cœur des enjeux de circularité et de décarbonation de toute l'industrie. Et donc, elle doit faire face aujourd'hui à de multiples défis, donc qu'ils soient environnementaux, économiques, logistiques et bien sûr réglementaires, avec notamment les lois AGEC et climat et résilience en France, et ainsi que côté européen, avec notamment le projet de texte réglementaire sur les emballages et les déchets d'emballage, la fameuse PPWR, largement commentée et discutée ces dernières semaines. Et donc, pour nous éclairer sur cette question de réglementation AGEC, PPWR, faut-il viser plus loin? Eh ben, nous sommes ravis d'accueillir autour de Fabrice Pelletier, expert consultant en éco-design d'emballage, Valentin Fournel, directeur éco-conception et réemploi chez Citeo. Bonjour Valentin. Et Enchanté. Olivier Larose, directeur développement durable France de Coca-Cola Europacific Partners. Bonjour Olivier. Bonjour à Donc tous. à tous nos participants, merci d'être présents. N'hésitez pas à poser toutes vos questions directement dans le chat de ce team et on vous y répondra pendant et puis lors d'une séquence à la fin qu'on conservera pour les questions-réponses. Donc voilà, merci à tous pour votre participation et donc Fabrice, Valentin, Olivier, je vous laisse la parole. Merci Guillaume. Bonjour Valentin, bonjour Olivier. Effectivement, nous allons parler de réglementation, mais surtout nous poser la question, c'est ces réglementations ou cette réglementation, faut-il viser plus loin ou faut-il juste se caler, attendre que ça se passe? Un petit rappel, les réglementations sur l'emballage ont démarré un petit peu avant 94, mais en tout cas, on parle de la directive européenne 94-62 CE, qui était donc, comme son nom l'indique, en 1994. Et cette directive a été suivie de décrets d'application dans les différents pays européens, avec chacun un petit peu son interprétation ou son arrangement avec ces directives, et directives qui a évolué tout au fil du temps, puisqu'il y a eu plusieurs révisions de cette directive pour en arriver aujourd'hui à un règlement, ce qui était un règlement, donc beaucoup plus qu'une directive, c'est-à-dire un règlement que tous les pays doivent appliquer pour aligner tous ces drapeaux, sauf le drapeau de l'Angleterre qui a disparu entre-temps. Mais voilà, et je voudrais poser la première question à Valentin, puisqu'elle est largement discutée sur les réseaux sociaux, cette directive. Valentin, on en est où de cette PPWR? Fabrice, c'est vrai que la PPWR, ça fait un petit bout de temps qu'on en parle maintenant. On a vu déjà beaucoup de brouillons passer, qui sont passés entre les mains du Conseil, de la Commission, du Parlement, avec des changements assez significatifs. Euh, Aujourd'hui, les dernières informations à date, c'est bien qu'il y a eu donc un accord politique, hein, qui a eu lieu vendredi dernier. Enfin, vendredi dernier, c'était vendredi maintenant, il y a 10 jours. Après donc un vote positif des représentants permanents de chaque pays au sein du Conseil. Et maintenant, il y a donc des prochaines étapes, c'est-à-dire que ça fait on va dire un premier consensus. Les prochaines étapes maintenant, c'est un vote en plénière, hein, au sein du Parlement, donc qui aura lieu mi-avril, enfin le 24 avril, sur la version anglaise. Ensuite, on aura toute une période de traduction du texte de compromis, donc dans l'ensemble des langues. Et puis normalement, donc l'adoption d'ici l'automne 2024, donc d'apport au Parlement, et puis au Conseil. Pour une Alors, entrée en Valentin, vigueur, hein, pardon pour ceux qui ne le savent pas, mais c'est 18 mois après son entrée en vigueur, donc la PPWR s'appliquera, sera mise en application. donc dans ce qu'on lit, alors j'ai compris qu'il fallait lire en anglais pour comprendre, mais est-ce que les objectifs de cette PPWR, et d'ailleurs j'ai envie de dire même pas que, c'est-à-dire de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui bien évidemment parle d'emballage et pas que,
que la loi climat et résilience qui vise à la réduction de l'impact carbone parle aussi d'emballage et pas que, mais cette PPWR qui parle essentiellement d'emballage, est-ce que on peut se dire que des objectifs sont alignés ou est-ce que c'est des injonctions contradictoires? Alors, il y a encore pas mal de débats pour savoir si les objectifs sont cohérents ou pas, s'ils vont finalement s'appliquer plutôt directement par la PPWR, donc c'est ceux-là qui seront retenus uniquement, ou si la France serait capable d'aller plus loin sur certains objectifs. Donc on n'a pas encore toutes les réponses. En tout cas, ce qui est sûr, j'ai envie de dire, ce qu'il faut retenir, hein, c'est que ce soit la loi AGEC, que ce soit la loi climat et résilience, la PPWR, on tend de toute façon à aller vers les 3 R. Voilà, je pense que s'il y a un grand message à retenir, c'est celui-ci, c'est-à-dire essayer d'aller réduire au maximum les emballages. Donc, il y a différentes façons d'y arriver. Comment est-ce qu'on arrive à développer surtout le réemploi à l'échelle? Et puis, comment est-ce qu'on va beaucoup plus loin aujourd'hui sur le recyclage, et notamment en accélérant donc, sur les taux de collecte et les taux de recyclage in fine. Alors effectivement, on va développer sur cette éco-conception au service d'une stratégie 3R, mais j'ai envie de poser la question aussi à Olivier, qui est un acteur international. De votre côté, aussi, vous, Coca-Cola, qui œuvrez bien évidemment dans toute l'Europe, mais dans le monde entier, vous en retenez quoi, vous, de l'ensemble de ces règlements français, de ce règlement européen? Déjà ravi d'être parmi vous. Bonjour à tous. Écoute, Fabrice, à ta question sur les différents règlements français, européens, nous, chez Coca-Cola, de toute manière, on est légaliste et on sera compliant dans tous les cas sur ce qui nous est demandé. Mais en fait, on n'attend pas non plus d'être dirigé par les lois. On essaye d'être proactif dans notre démarche. Moi, ce que je peux vous dire en guise d'introduction à ce webinaire, c'est qu'en fait, chez Coca-Cola, on sait que notre activité est globalement scrutée, que tout n'est parfait. Et en fait, on a un devoir d'exemplarité. Et donc là-dessus, on est extrêmement actif pour faire bouger les choses. Et je vous donnerai un exemple. C'est qu'aujourd'hui, on est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2040 sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, et ça au niveau du groupe. Et spécifiquement pour la France, en fait, quand on regarde, on sait que nos emballages, eu égard au grid énergétique français, représentent 47% de nos émissions. Donc, si on veut décarboner, on a un enjeu de mettre en place la stratégie 3R hein, qui est à l'écran, donc avec effectivement un enjeu de réduction, de réemploi et de recyclage. On y reviendra longuement après. Voilà, c'est ce que je peux vous dire dans un premier temps. Mais on comprend bien et c'est important de le souligner, de souligner cette décarbonation, puisqu'on entend aussi beaucoup dire par d'autres acteurs que finalement l'emballage ne représente pas, représente entre 5, 7, peu de l'impact carbone du produit emballé. Et à chaque fois, je dis oui, peut-être, mais je me suis fait retoquer lors d'une conférence que je faisais avec Jean Jouzel et qui me rappelait quand je disais ça, mais Fabrice, pour arriver à la neutralité carbone, c'est l'ensemble du produit emballé, donc l'emballage aussi qui doit y arriver, et c'est bien de préciser ça. Valentin, on va parler du premier R de la réduction. Alors, on réduit quoi aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, le R, c'était la réduction, c'était essentiellement une réduction pondérable du poids des emballages. On réduit quoi aujourd'hui quand on parle de réduction? Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs choses hein, qu'on peut mettre derrière cette réduction. Ce qui était fait historiquement, parce que aussi des gains économiques assez sensibles, et je pense que Olivier a d'ailleurs des chiffres très intéressants à raconter. On a allégé les emballages, allégé les épaisseurs, ça veut dire moins de matière et donc moins de coûts hein, derrière pour les industriels. Donc ça, c'est quelque chose qui a été fait de tout temps, de manière assez régulière, avec des pertes très significatives de poids sur certaines typologies d'emballage. Maintenant, ce dont on se rend compte, avec en tout cas les objectifs de la loi AGEC par exemple, c'est qu'il faut aller maintenant beaucoup plus loin. Hein. C'est-à-dire que les objectifs tels qu'ils sont fixés aujourd'hui, on voit qu'on n'arrivera pas à les atteindre par de l'allègement uniquement.
Et donc, il va falloir mobiliser des nouveaux leviers. Ces nouveaux leviers, donc, il faudra toujours garder évidemment l'optimisation et donc cet allègement. Il faudra évidemment parler du remploi, on en parlera juste après. Mais il y a des nouveaux leviers qu'il va falloir travailler de manière coordonnée, de manière collaborative, qui vont être le moins d'emballage tout simplement, de quoi est-ce qu'on peut se passer quelque part, et donc notamment en commençant par les emballages de regroupement, ceux qui ne sont là pas pour une fonction de transport, mais que pour une fonction, on va dire, de merchandising, de mise en rayon. On va ensuite devoir se poser les questions en fait des fonctionnalités de l'emballage. C'est-à-dire que vous avez certainement entendu parler on parle beaucoup d'emballage utile, inutile. En fait, il serait même plus juste de parler de fonctionnalités utiles, inutiles, voire de fonctionnalités à faire porter par l'emballage à usage unique versus à faire porter par des produits qu'on peut réutiliser ou par des emballages réemployables. Voilà. L'exemple que vous voyez là sur la slide, c'est évidemment un peu anecdotique, mais c'est pour illustrer. C'est ces fameux tire-crocs qu'on peut voir dans les pots de cornichons. Bon, évidemment, on peut se poser la question, est-ce que cette fonctionnalité, alors c'est très utile, c'est très pratique, on va dire, mais la fonctionnalité qui est celle de sortir un cornichon de son pot peut être aussi apportée par autre chose. Et la fameuse, par exemple, pince à cornichon. On a l'exemple également des barquettes. Vous voyez l'exemple Bonduelle qui a été le premier à supprimer les couvercles au-dessus de ces barquettes de carottes râpées petit format. Là aussi, c'est encore un exemple qui est extrêmement intéressant parce que on se rend compte que refermer en fait sa barquette, ça n'apporte rien en termes de protection du produit, puisque de toute façon, une fois que c'est ouvert, c'est ouvert. Et donc, on peut se passer, surtout quand on a une utilisation qui est souvent en une seule fois. Et donc là, on peut se passer de ce couvercle-là. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à repenser en fait ces fonctionnalités, à se dire, là, est-ce que j'ai besoin de ce couvercle? Qu'est-ce qu'il va apporter? Le cas échéant, est-ce que je peux remplacer ce couvercle par quelque chose d'autre? Donc, il y a une première étape où on peut aussi se servir de couvercles, par exemple en silicone, mais réutilisables, qu'on a chez soi, qu'on peut réutiliser pour l'ensemble de ces barquettes, etc. Le troisième levier, évidemment, qui va être très important, c'est quand on parle de réduction, on parle bien de réduction par poids de produit. Il ne faut pas oublier que l'emballage est d'abord là pour protéger un produit. Et donc là, la question se pose, c'est est-ce que je peux aller vers plus de grands formats? On est allé vers, je pense, de par aussi l'évolution des modes de consommation, l'évolution des familles, de leur taille, de leur composition. On est allé vers beaucoup plus de portions, peut-être parfois un peu à l'extrême. Et donc la question là qui peut se poser, c'est est-ce qu'on peut revenir parfois sur des questions de grand format, principalement pour des produits qui ont des durées de vie assez longues, relativement longues, une fois que l'emballage a été ouvert. Et donc, pour essayer de maximiser, on va dire, ce ratio poids d'emballage sur poids de produit. Ensuite, le numéro 4, évidemment, c'est d'aller vers plus de format souple. On sait que le format souple permet de réduire de manière très significative le poids d'emballage. Évidemment, il faut bien s'assurer que cet emballage reste recyclable. Ça, c'est absolument clé, parce que maintenant, c'est un prérequis, quelle que soit la loi dont on parle ou le règlement dont on parle, la recyclabilité devient vraiment quelque chose de base. Et puis ensuite, on peut aller un peu plus loin. Alors là, c'est un peu plus de rupture quand on parle d'emballage, puisqu'on vient toucher directement au produit qui est contenu dans l'emballage, donc avec plus de contraintes. Est-ce qu'on peut venir donc concentrer, diluer, voire aller vers des produits plus solides qui permettraient donc de réduire par nombre d'utilisations, on va dire, ou par portion, de réduire le nombre d'emballages. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure aussi, Fabrice, ça figure pas ici, mais c'est bien comment est-ce qu'on peut se passer même de certains emballages, donc les fameux étuis qu'on peut retrouver autour de certains produits qui sont déjà emballés par ailleurs. Absolument, parce que quand on parle effectivement de frugalité, de fonctionnalité et d'emballage inutile, et quand on regarde qu'est-ce qu'un emballage inutile, en fait, c'est un emballage c'est tout ce qui ne correspond pas aux exigences essentielles de l'emballage, à savoir la protection physique et chimique du produit, assurer sa transportabilité et informer le consommateur, pas communiquer. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas, et c'est là que je me pose la question, et je pose cette question, Valentin, au-delà de réduire, et quand je lis certains documents, même de Citeo, il y a aussi, il y a renoncer à l'emballage, c'est-à-dire et renoncer à des fonctionnalités, voire renoncer à l'emballage. Et je sais que vous avez fait des tests là-dessus, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors la première question, alors déjà tous ces leviers, que ce soit bien clair, on n'est pas en train de dire, voilà, faut les appliquer tels quels, systématiquement, etc. Évidemment, c'est des pistes en fait qui doivent être amenées à être creusées pour chaque typologie de produit, chaque secteur.
Et donc tout ce que je vais dire rentre vraiment dans cette notion-là de derrière travail fin, de quelles sont les contraintes, les freins, et comment est-ce qu'on arrive à les lever tous ensemble, hein, parce que je pense que c'est un travail qui va être collaboratif. Alors sur le renoncement, effectivement, ce qu'on voit, et ce que tu illustres bien sur cette slide, c'est le rôle de l'emballage. Donc on a tendance à dire l'emballage, hein, l'impact environnemental de l'emballage, c'est un peu une courbe en V ou en U ou en J, en fonction de qui parle. C'est-à-dire qu'il y a un emballage optimal. C'est-à-dire le plus juste emballage, c'est donc celui qui arrive à bien garder son rôle de protection du produit, qui est évidemment clé. Il ne faut pas oublier que de manière, on va dire, générale, en moyenne, l'impact environnemental de l'emballage, c'est 5 à 10% de l'impact environnemental du produit emballé. Hein. Donc c'est un peu différent, Olivier en parlait tout à l'heure sur les boissons, ça va être beaucoup plus important, mais sur certains produits qui demandent beaucoup de carbone, on va dire, pour être fabriqués, hein, comme des produits laitiers ou de la viande par exemple, et ben là forcément le poids de l'emballage est beaucoup plus faible. Donc la priorité, hein, de toutes les actions d'éco-conception, ça reste systématiquement de ne pas augmenter le gaspillage du produit. Donc on a cette fameuse courbe en J. Et puis il y a certains types d'emballage, hein, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais pour illustrer, un marteau. Bon, ben, un marteau n'a pas besoin d'être beaucoup emballé. Voilà. Il est relativement robuste par lui-même, il n'a pas besoin de protection particulière. Et donc là, on peut tout à fait réfléchir à est-ce que l'emballage est absolument indispensable ou qu'est-ce qu'il va apporter? Est-ce que c'est uniquement de la présentation en rayon? Est-ce que voilà, donc c'est essayer de comprendre ces choses-là et là de se dire peut-être que je peux tout simplement essayer de supprimer cet emballage-là. C'est l'exemple que tu as mentionné, Fabrice, des étuis pour dentifrice, par exemple. Hein, Voilà. l'étui pour Est-ce que, dentifrice. est-ce que est-ce que le tube de dentifrice, c'est comme un marteau? Qu'est-ce que... Alors, c'est pas comme un marteau, parce qu'il y a de toute façon un emballage, qui est le tube de dentifrice lui-même. Donc, il y a déjà un emballage, et on vient quelque part rajouter un étui qui est plus pour des raisons, on va dire, de facilité de mise en rayon, de visibilité en rayon, et d'espace d'information également pour pouvoir communiquer auprès du consommateur. Et donc là, la question se pose évidemment de comment est-ce que je peux réduire ce tube de dentifrice avec son étui. Donc le plus simple, c'est bien de supprimer l'étui. Alors après, certains ont pu essayer, ils ont pu perdre des parts de marché, donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir aussi à des actions peut-être sectorielles pour avoir le plus d'impact, pour éviter ces effets de bord et peut-être ces consommateurs qui vont fuir l'entreprise qui va être la première à prendre le risque, quelque part. Et donc, on avait réfléchi avec ce pilote réduction sur le dentifrice à tous les types de réductions auxquelles on pouvait penser de manière très plutôt en brainstorm. Hein. Et donc, on était arrivé à 17 concepts qui permettaient de réduire vraiment le poids du dentifrice avec son étui. Donc, la suppression de l'étui, c'est le plus évident, entre guillemets. Mais derrière, on repensait aussi la fonctionnalité du bouchon, comment est-ce qu'on peut refermer ce tube, comment est-ce qu'on le rend le plus léger possible, etc. D'accord. Olivier, chez Coca-Cola, elle prend quelle forme la réduction, voire la renonciation, le renoncement, je ne sais pas comment on dit, de l'emballage? Écoute, dans la stratégie 3R, la réduction, c'est la top priorité. C'est le haut, on va dire, de la pyramide, mais ça doit vraiment intervenir en complémentarité des deux autres R. Il n'y en a pas un qui prime sur l'autre. Aujourd'hui, nous, sur la partie réduction, et tu l'as mentionné tout à l'heure, sur la partie allègement, je vais vous donner quelques chiffres. Depuis 2010, entre 2010 et 2022, on a allégé de 21% le tonnage de PET mis en marché en France. 21%, c'est colossal. Parce qu'on a allégé, on a allégé. Donc aujourd'hui, on a probablement atteint un niveau bas sur l'asymptote de l'allègement. Je pense qu'on pourra difficilement aller au-delà, au risque de mettre en péril la DLUO du produit, et notamment le fait de conserver le gaz. On est quand même sur des produits gazeux et un emballage qui doit quand même conserver sa forme. On n'a pas envie d'avoir une bouteille qui se retransforme en ballon de rugby à la fin. Donc aujourd'hui, on a fait un très très gros travail qui a été initialement drivé par une volonté de réduction de coûts, réduction de matière, et qui, par effet de ricochet bénéfique, se transforme par une réduction aussi de CO2, d'empreinte environnementale tout court. Le deuxième élément que vous avez là en visuel, c'est les bouchons solidaires. Alors, les bouchons solidaires, c'est une obligation européenne. On parlait de la loi tout à l'heure, Fabrice. Donc, nous, là-dessus, on n'a rien inventé.
Mais on s'est dit, voilà, quitte à se mettre en conformité avec la loi européenne qui oblige tous les producteurs des différents États membres à avoir les bouchons attachés, on en a profité pour travailler dans tous les pays dans lesquels on opère en Europe avec nos fournisseurs d'emballage pour réduire le poids du bouchon et la quantité de matière sur le col de la bouteille. Et donc, avec ce passage-là, on est sur une réduction d'environ 1500 tonnes de plastique pour la France par an. Donc, c'est massif. Donc, voilà, on est sur de la réglementation, mais on en a profité pour faire de l'éco-conception et faire qu'on a un bilan environnemental mieux disant. Le troisième élément que vous avez également en visuel ici, c'est la partie substitution. Donc aujourd'hui, si vous prenez nos canettes, on avait des films de regroupement en PE, en plastique, qui servent effectivement à un effet fonctionnalité pour les conserver ensemble. Ces films sont certes 100% recyclables parce que c'est du monomatériau, monocouche. Encore faut-il qu'ils soient collectés pour être recyclés. Donc là, aujourd'hui, on avait cet enjeu-là. On a aussi un enjeu, on fait pas que ça pour un effet recyclabilité, mais on a aussi un enjeu en tant que marque de perception du consommateur, perception aussi de toutes nos parties prenantes, et donc on a totalement substitué les films autour de nos canettes par une attache en carton, une attache sommitale comme vous l'avez ici. Ça a été un gros travail de R&D, ça a été surtout un immense travail pour toutes les équipes supply chain. Ça a été très compliqué à mettre en œuvre, mais on y a cru. On sait que c'est une ambition long terme qu'il fallait qu'on conserve, même dans les périodes un petit peu compliquées où les lignes tournaient pas exactement comme on voulait avec cette nouvelle technologie. Maintenant, ça fonctionne et donc ça, c'est un très beau succès. Et de tête, pour la France, on est à peu près à 680 tonnes de plastique économisées tous les ans. Donc encore une fois, c'est significatif. Et le dernier élément que je vous présente ici, il y en aurait certainement pas mal d'autres. Chez Coca-Cola, on vend également nos produits dans ce qu'on appelle des fontaines. Donc, quand vous allez dans les fast-foods, vous avez des fontaines, que ce soit le visuel qui soit là ou plein d'autres types de fontaines. Et donc là, on est dans du sans emballage consommateur directement. On en a environ 4500 en marché en France, qui représentent 10% de nos volumes. 10% de nos volumes France sont vendus au travers de fontaines comme ça, donc c'est quand même très significatif. Et, pardon. Et on a la chance cette année d'avoir les Jeux Olympiques. Et donc, au niveau des Jeux Olympiques, on va déployer 700 fontaines additionnelles pour, encore une fois, contribuer à du sans-emballage et avoir des Jeux Olympiques les plus verts possibles. Ça me fait une bonne transition, Olivier, sur la fontaine, puisque je suppose que ces fontaines, on aura des gobelets réemployables. Et donc, ça me fait tout de suite la transition pour parler du réemploi et demander à Valentin, quand on parle de réemploi, on parle de quoi exactement? Quelles sont les différentes formes de réemploi et est-ce que tu peux nous dire où on en est aussi là sur ce développement du réemploi en France? Oui, alors quand on parle de réemploi, c'est ce qui illustre cette slide, hein, c'est-à-dire il y a différents types qui existent. On va avoir, on peut le distinguer en emballage avec emballage primaire, pardon, donc en pré-emballé quelque part, ou alors du réemploi pour des produits qui sont présentés sans emballage primaire. Donc c'est le vrac, hein, notamment, mais le vrac qui peut être distingué encore en deux, avec le vrac réemployé par le professionnel, où l'emballage va être employé par le professionnel, ou alors le vrac dont l'emballage va être réemployé par le consommateur. Donc il va venir ramener son contenant pour ensuite remplir son emballage avec ses produits. Côté préemballé, on a la recharge qu'on connaît tous, hein, parce que ça fait déjà longtemps que c'est sur le marché. Et puis, il y a le préemballé réemployable qui existe aussi depuis un bon nombre d'années, mais qui a disparu en France. Disparu, on va dire, dans les grandes masses, évidemment. Vous voyez la brasserie Météor, par exemple, qui est un des acteurs qui a toujours fait de la consigne et pour laquelle qui est resté sur ce schéma-là. Le réemploi, on voit qu'aujourd'hui, donc il y a des objectifs pour le développer. Pourquoi on veut développer le réemploi? C'est parce que ça permet non seulement de réduire la quantité d'emballage, mais surtout, dans certaines conditions, de pouvoir réduire les impacts environnementaux.
des emballages. Ces conditions, c'est bien d'avoir un système qui soit le plus mutualisé possible, avec le moins de transport possible et avec le plus grand taux de retour par le consommateur possible. C'est un peu les grands aspects qui vont impacter de manière très significative l'impact environnemental et économique aussi du réemploi. Donc, ce qui a été notamment lancé, alors encore une fois, il y aura ces différents types de réemploi qui vont continuer évidemment à coexister. Donc, l'offre en vrac est censée se développer. En tout cas, c'est l'ambition que porte la loi AGEC, même si depuis le Covid, il y a eu un peu de plomb dans l'aile. La recharge va être amenée aussi à se développer. Nous, on traite plutôt sur la partie réduction, parce que ça fait partie du sujet d'aller vers plus de souple. Et ensuite, il y a donc ce réemploi avec des emballages primaires, où là, on a initié donc l'année dernière, en 2023, la démarche Reuse, avec l'ensemble de l'écosystème et avec des entreprises pionnières sur le domaine du réemploi, pour justement préfigurer ce dispositif qui serait optimisé à l'échelle nationale et qui serait mutualisé. Alors, mutualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement qu'on veut pousser au maximum la réduction des distances de transport des emballages employés. Ça passe notamment par la définition d'emballage standardisé, c'est-à-dire que différents industriels peuvent en fait utiliser le même emballage pour limiter justement ces transports-là. Comme ça permet de garder quand même des boucles relativement locales qui vont diminuer cet impact du réemploi. Vous voyez ici là, à l'image les premiers standards qui vont être disponibles. Donc on a la bouteille de bière 75 centilitres. On va avoir des pots. Elle est Ouais, tu peux plus la qu'à montrer. l'image, puisqu'elle est, Elle est même dans elle tes mains, est, Fabrice. elle est déjà entre nos mains, puisqu'elle est produite comme certains pots qu'on a ici. Exactement. Et donc l'objectif, c'est bien d'avoir cette gamme donc standardisée qui puisse ensuite être utilisée par tous les acteurs qui veulent s'initier dans ce projet-là, dans cette démarche. Et ce qu'on a pu modéliser donc grâce à l'ensemble des travaux de l'écosystème sur ce futur dispositif de réemploi, c'est bien que à terme, quand le système sera mature, avec un fort nombre d'emballages réemployés, des taux de retour qui sont extrêmement importants, on arrivera à un équilibre environnemental évidemment, mais également économique, c'est-à-dire qu'on pourrait arriver à des coûts par UVC qui se rapprochent de ceux de l'usage unique. Voilà. Et donc c'est bien ça qu'on vise avec ces projets autour du réemploi. Alors, il y a plusieurs, dans le réemploi, on ne parle pas que de la bouteille, il y a plusieurs marchés. Vous avez diffusé ce document chez Citeo, de voir où on en est, en fait, où on en est en tout cas de ce développement. Ça avance comment? Et après, parce qu'il y a même cette question qui a été posée, j'ai vu dans le chat tout à l'heure pour l'éco-conception, et comment Citeo va accompagner et va aider les metteurs en marché à aller vers ça. Alors, on a prévu là de pouvoir, donc on est en train de faire des tests, si vous voulez, de passage dans les usines de lavage, par exemple, de passage en ligne, de conditionnement également avec ces standards pour s'assurer que ça fonctionne et qu'on ne va pas avoir des mauvaises surprises. Donc l'objectif, c'est bien que les 4 premières références soient possibles d'être produites là cette année. Donc d'ici S1, même le premier semestre 2024. Et donc c'est bien la bouteille de bière 75 centilitres, le litre fraîcheur et les pots, donc 450 millilitres et 720 millilitres. Voilà, c'est l'objectif là à très court terme, ça va être les premières références disponibles qui vont nous permettre ensuite d'aller activer tout le dispositif derrière et qui fera à long terme évidemment la part belle à cette standardisation et donc à l'optimisation du système. Maintenant, on parle beaucoup de standards, évidemment, on sait aussi, parce qu'il ne faut pas être naïf, et je pense qu'Olivier va pouvoir On va le nous en voir parler. tout à l'heure avec Olivier, oui. Exactement. Il y aura pas que des standards non plus dans le dispositif, mais il va falloir quand même garder un nombre relativement restreint de typologies d'emballage pour ne pas désoptimiser l'ensemble. On parle de combien, d'une maximum une trentaine d'emballages, c'est ça? Au Exactement. total, On parle pour d'une couvrir trentaine de l'ensemble références à maturité. Exactement. à On sait maturité, en une tout cas que trentaine ça de références. fonctionne avec une trentaine de références. Alors, comment justement, comment vous accompagnez, et je sais que Citeo met les bouchées doubles et les moyens. Tu as parlé de la démarche Reuse. Est-ce que tu peux en retoucher quelques mots?
Alors, on a plusieurs volets d'accompagnement sur ce sujet-là. Donc, il y a cet accompagnement, on va dire, plutôt technique de euh, préfigurons et déployons tous ensemble le dispositif, qui va être absolument clé, avec évidemment des financements à la clé. On va commencer à financer des outils de récupération, on va commencer à financer les premiers standards qui vont être déployés. On va aider à la mise en conformité des centres de lavage aussi, parce qu'on sait qu'il y a cette besoin de mise en conformité pour être capable de laver l'ensemble des emballages qui sont envisagés, et notamment les pots, pour lesquels aujourd'hui il y a moins de solutions existantes. Et puis, on va également soutenir des opérations donc de collecte des emballages donc réemployables en magasin qui ont été bien ramenés par les consommateurs. Et puis, on a toujours l'appel à projet. Vous l'avez certainement entendu parler l'année dernière. On a lancé cet appel à projet encore plus de réemploi, donc qui a été un franc succès l'année dernière, puisque avec un lancement à mi-année à peu près, on a réussi à avoir plus de 150 projets déposés pour un financement global de l'ordre de 35 millions d'euros. Voilà. Donc on a vu une enveloppe de 50 millions. Évidemment, tout ce qui va être résiduel, on va le remettre pour cette année ou pour les années suivantes. Donc tout ça n'est évidemment pas perdu, mais c'est pour montrer qu'on va aussi pouvoir financer les projets des entreprises qui visent à pouvoir se lancer, déployer, développer vraiment le réemploi à plus grande échelle, et notamment à commencer par leur ligne de conditionnement ou tout le dispositif sur lesquels ils souhaitent travailler. Merci, merci pour toutes ces précisions. Olivier, le réemploi chez Coca-Cola, vous connaissez, puisqu'on parlait des cafés, hôtels, restaurants, finalement, ça n'a jamais cessé d'exister. Il existait dans le CHR, mais j'ai même l'impression que vous êtes en train de l'optimiser, presque même de le réinventer. Ça se passe comment, justement, cette transition vers le réemploi chez vous? Alors, on ne le réinvente pas, on l'optimise et on le massifie. Effectivement, ce qu'a mentionné Valentin précédemment sur la démarche reuse de Citeo, ça concerne la grande distribution. Là, ce que je vais vous dire, ça concerne la CHR et ensuite on parlera de la grande distribution côté Coca-Cola. En café, hôtel, restaurant, nous, on est acteur historique du verre consigné, donc les 3 bouteilles que vous avez à gauche pour la marque Coca-Cola, donc en 33 centilitres, pour lesquels on en vend un peu plus de 160 millions de cols par an. En 2022, on a fait une démarche de convertir les 5 autres marques que vous avez sur la droite, de bouteilles en verre à usage unique, en bouteilles en verre consigné, générique, standardisé, mais propriétaire. Donc, ça veut dire qu'on reste propriétaire de 100% de la gamme que vous avez sous les yeux. Donc, aujourd'hui, une référence de Fusti servira demain en Fanta, en Sprite, en Minute Maid et ainsi de suite. Donc, c'est ça le principe. Et donc là, on en vend environ un peu plus de 30 millions par an de ces autres références-là, donc ce qui fait un parc global de 200 millions d'actes de consommation environ sur l'année 2023 pour la CHR. Aujourd'hui, ce qui fait de nous, acteurs des boissons rafraîchissantes sans alcool, le seul à être avec un portefeuille de marque 100% en verre consigné en CHR. C'est une démarche qui nous va dans le bon sens d'un point de vue écologique, évidemment, puisque ces bouteilles sont utilisées jusqu'à 25 fois et permettent de décarboner jusqu'à 77% les émissions de CO2, mais c'est aussi et avant tout un challenge commercial et logistique puisqu'on est distribué dans plus de 100 000 points de vente. Donc voilà, cette conversion a été totalement terminée, mais ça a été un engagement de toutes les parties prenantes sur toute cette chaîne de valeur. Question déploiement maintenant dans les GMS. Vous en êtes où? Parce que là, vous êtes aussi semblé assez dynamique là-dessus, sur cette partie. Alors, effectivement, si tu peux peut-être passer sur la slide probablement d'après Fabrice, merci. Alors, on travaille effectivement énormément avec Citeo sur ce sujet-là. Nous, on est très actif en termes d'expérimentation depuis 2019. Donc, on attaque la 5e année. Et avant tout, en fait, c'est surtout pour répondre à une attente sociétale. On a 92% des consommateurs français, d'après Ipsos en 2022, qui se déclarent favorables à la réintroduction de la consigne dans son ensemble et attendent que les marques
s'engage. Et donc, en fait, c'est à ce titre qu'on mène des expérimentations en live, en grande distribution. Et donc, aujourd'hui, on est présent en partenariat avec à peu près 6 enseignes dans 260 points de vente et dans 3 régions. Donc aujourd'hui, ce qui est une certitude, c'est qu'on est en phase d'expérimentation. On a un devoir quand même de rester extrêmement humble dans cette approche parce que c'est totalement nouveau. Alors vous allez me dire, c'est pas nouveau parce que il y a 40 ans, on avait le réemploi, sauf qu'aujourd'hui, la grande distribution est totalement réservé. Le modèle, en tout cas, c'est un modèle d'usage unique. Donc, on a un devoir d'apprendre ensemble. Et en fait, là-dessus, on a l'objectif, au travers de ces expérimentations, il est multiple. Le premier, c'est tester la perception du consommateur, le fameux shopper. Aujourd'hui, on sait que pour lui, le réemploi, c'est pas du tout une réalité qui est palpable pour lui en grande distribution. Il a besoin de l'identifier, il a besoin de s'identifier au réemploi, et pour ça, ça a besoin de donner du sens, on a besoin de le faire émerger, donc avec une visibilité en linéaire, émerger dans le rayon en créant des brèches et ainsi de suite. Et en fait, in fine, le réemploi, pour que ça marche, puisqu'il est souvent associé à un côté nostalgique, il doit être associé à une idée de plaisir et d'expérience attrayante. Donc ça, c'est d'un point de vue shopper. En fait, le shopper, il a aussi un besoin d'une certaine fierté de contribuer à changer une société de consommation. Et au travers de ce levier-là, ça lui permet d'agir. C'est le premier point qu'on teste. Le deuxième point qu'on va tester, vous voyez sur le visuel, on teste une double offre. On teste une offre de bouteilles en verre consigné d'1 litre pour marque Coca-Cola sans sucre et Coca-Cola goût original. Bouteilles qui sont utilisées également jusqu'à 25 fois. Et on teste, et on est les seuls sur le marché à tester une innovation de rupture pour le marché français. C'est du PET consigné réemployable. Donc c'est une sorte de PET renforcé d'une certaine manière, qu'on utilise jusqu'à 15 fois. Et encore une fois, sur cette double offre verre et plastique, on le fait pour en mesurer la perception du consommateur. Ensuite, l'autre point qu'on va tester, c'est évidemment la partie élasticité prix versus l'usage unique. On sait aujourd'hui qu'opérer du réemploi, ça coûte beaucoup plus cher, donc on a besoin de tester différents modèles, tester cette partie acceptation de l'offre par le consommateur. Aujourd'hui, toutes ces bouteilles sur notre format d'1 litre sont commercialisées avec 20 centimes de montant de consigne, qui est un montant réglementaire. C'est pas nous qui l'avons choisi, c'est un règlement un décret qui l'impose. On teste également au travers de ça un nouvel angle dans la collaboration client. C'est très très important. Aujourd'hui, c'est pas juste produire une nouvelle référence et la mettre en rayon. C'est vraiment besoin de co-construire un nouveau modèle. Et donc ça se fait vraiment en partenariat avec nos partenaires clients. C'est très important. Et in fine, j'en terminerai par ça, c'est que aujourd'hui, si on veut que le réemploi à terme soit bénéfique, il faut qu'il soit bénéfique à 2 échelles. D'un point de vue environnemental, si on le fait, c'est parce que c'est mieux disant que l'usage unique. Et donc, pour ça, on a un besoin d'optimiser, de massifier, d'optimiser. Ça, c'est une certitude. Et le deuxième élément, et non des moindres, on a un enjeu de valider que le modèle économique soit pertinent, qu'on soit en capacité de créer de la valeur quasiment à ISO, j'aurais tendance à dire, versus l'usage unique à terme. Et donc, pour ça, il n'y aura qu'un passage à l'échelle. Valentin en parlait tout à l'heure. Il n'y aura qu'un passage à l'échelle pour l'industrie dans son ensemble. Ça sera probablement drivé à la fois par la loi AGEC qui oblige nous, producteurs, mais demain, PPWR, qui obligerait, on attend le texte définitif, mais qui obligerait les distributeurs à accélérer sur le réemploi. Donc, en fait, tout ça fait que le passage à l'échelle et la massification et l'optimisation seront un facteur clé de succès pour avoir un modèle économique viable demain. Valentin précisait tout à l'heure effectivement l'accompagnement, les 5% de Citeo de financement au travers des appels à projets, c'est un coup de pouce plus que nécessaire
et très louable pour faciliter en fait l'émergence de tous ces projets avec, entre acteurs de la chaîne de valeur. Merci. On va parler, merci pour ces précisions aussi. On va parler maintenant du troisième R que Valentin a qualifié tout à l'heure finalement de prérequis, d'incontournable. C'est bien sûr le R de recyclage, mais on recycle quoi, Valentin? Et on ne recyclera pas quoi demain? Alors, aujourd'hui, ça va répondre à une question que j'ai vue dans le chat au tout début, qui est comment est-ce qu'on définit une fière de recyclage? Et donc, en fait, la recyclabilité. On a travaillé, nous, il y a maintenant 4 ans, sur une méthodologie qui s'appelle TREE, T-R-E-E, pour test de recyclabilité en ligne. Et on a travaillé avec cette méthodologie-là, avec évidemment les filières matériaux, l'ADEME, l'écosystème avec lesquels on a pu échanger, concerter pour l'améliorer. Et donc cette définition vient préciser ce qu'est un emballage recyclable. Et donc dans les grandes lignes, un emballage recyclable, c'est quoi? C'est un emballage qui déjà peut être collecté. Ça peut paraître bête, mais il faut déjà qu'il ait la capacité à être collecté pour être isolé et pour espérer avoir une fière de recyclage. Donc on fixe là des critères de collecte. Il faut que 90% de la population ait accès à un point de collecte. Il faut également que cet emballage, une fois qu'il est collecté, puisse être orienté, donc bien trié, dans le cadre là notamment du bac jaune, être bien trié pour être orienté vers sa bonne filière de recyclage. Et ensuite, il faut qu'il y ait une filière de recyclage existante et à l'échelle qui soit capable de recycler les tonnages qui arrivent évidemment dans l'usine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des filières de recyclage en France. Si on l'a appliqué ensuite à la France, ça veut dire quoi? C'est tout ce que vous voyez en vert ici. Donc, c'est évidemment une filière de recyclage qui existe depuis longtemps pour la plupart. Donc, c'est bien la filière des emballages en verre, des briques, du carton, des papiers, de l'aluminium, de l'acier. Et puis, dans les plastiques, on va être sur tout ce qui est rigide en PE et en PP, donc les fameux polyolefines, tous les souples en PE. Et notamment quand on parlait des recharges recyclables, c'est celles qui vont réussir aujourd'hui à être souples en PE, ce qui existe. On a aussi des sachets de surgelés qui sont passés en PE récemment. On va avoir ensuite toutes les bouteilles en PET clair, les bouteilles en PET colorées et opaques également, et puis tout ce qui va être rigide PET sans opercule. Voilà. Donc ça, ce sont aujourd'hui les filières qui existent, qui sont déjà bien installées, avec des taux de recyclage qui sont variables, mais qui vont de l'ordre de 60% pour ceux qui sont le plus... on va dire comme les bouteilles PET clair pour le carton. Le verre, on est à 86%, donc on a des très bons taux de recyclage. Voilà, donc ça c'est installé. Et puis ensuite, on a les filières qui sont en orange, c'est les filières dites en développement. En développement, ça veut dire que on a aujourd'hui la capacité de les trier. On a notamment mis en place ce qu'on appelle le flux développement il y a quelques années. Et ce flux développement va nous permettre justement d'orienter, de massifier en fait ces 3 filières vers des recycleurs qui sont en train de construire leurs usines. Donc c'est le cas notamment des rigides en PS pour pot de yaourt, donc qui sont déjà recyclés aujourd'hui en Espagne chez Eslava de manière mécanique et donc pour des applications non alimentaires, parce qu'il n'y a pas encore d'aptitude au retour contact alimentaire pour le PS mécanique. En revanche, il y a une usine qui est en train d'être construite en Belgique, à Anvers, donc chez Indaver, qui verra, donc une fois qu'il est là, on pourra dire que la filière est existante et donc l'emballage bien recyclable. C'est également le cas pour les souples en PP et polyolefines de manière générale, donc avec des usines de recyclage qui sont en train de se construire, et la même chose pour tous les rigides PET operculés, pareil avec plusieurs filières qui sont en train de se développer. Voilà. Et puis il y a d'autres matériaux, d'autres résines qui aujourd'hui n'ont pas de filière de recyclage. Voilà. Il n'y a pas de projet ni de pouvoir les isoler et puis les orienter vers des filières de recyclage existantes. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais le cas, mais en tout cas, aujourd'hui, on n'a pas connaissance de ces filières qui permettraient de venir recycler les tonnages qui seraient bien collectés par les citoyens. Donc, c'est le cas notamment des autres résines plastiques que je n'ai pas mentionnées jusque-là et des autres matériaux qui ne sont pas ceux que vous voyez également en vert. Mais Valentin, est-ce que ça nous met à l'abri d'avoir une filière de recyclage d'une interdiction d'un emballage si on n'obtenait pas dans les délais demandés les taux de recyclage requis, imposés par le règlement? Parce que avoir la filière qui est en construction et avoir une filière, c'est très bien. Maintenant, il faut quand même que cette filière soit efficiente. Tout à fait, c'est bien l'objectif. C'est bien que ces filières-là permettent d'avoir des taux de recyclage qui sont élevés et qui permettent, in fine, d'atteindre les objectifs européens qui ont été fixés, qui sont par grande catégorie.
Donc c'est Absolument. 55% par exemple, si on parle du plastique. C'est l'objectif européen. Et Donc c'est oui, quelque chose qui me semble convenir de préciser parce qu'on entend beaucoup dire que voilà, c'est qu'il y a des gros efforts à faire par tout le monde pour justement que ces filières fonctionnent et fonctionnent bien et soient efficientes. Exactement. Et après, juste avec la PPWR donc demande que les emballages qui seraient mis en marché, donc en 2030, il faut qu'ils soient recyclables. Il y a une période de 5 ans pour développer les nouvelles filières pour les matériaux innovants. Et après, sinon, il n'y aura pas droit d'être mis en marché. Mais la PPWR prévoit également des exemptions. Donc, il faudra évidemment tenir compte et suivre cette liste d'exemptions potentielles. Ce qui Notamment pour les fait, emballages de petits gisements. On parle par exemple du bois, pour lesquels il y a des gisements qui sont relativement petits, qui sont utilisés par beaucoup d'AOP. Voilà, et donc qui vont avoir évidemment un intérêt et qui ont un intérêt d'ailleurs environnemental certain. la fameuse boîte à Justement, camembert. ouais, je Olivier me permets de vous Ouais. Pardon? Non, parce que je me permets de réagir sur ce slide et vos échanges, Fabrice Valentin, parce qu'il y a beaucoup de questions, notamment sur la filière polystyrène PSE, polystyrène expansé. Alors, Est-ce qu'il c'est y a parti. une... C'est en question. On a un sujet aujourd'hui sur le polystyrène expansé qui est celui de sa collecte, justement. C'est qu'on en retrouve très peu, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il est majoritairement mis en fait dans ce qu'on appelle les OMR, pardon, c'est les ordures ménagères résiduelles. Donc là, on a un sujet de collecte. Donc, c'est des sujets qui sont en cours de discussion ou regarder quelles sont les pistes qui existent pour pouvoir récupérer plus de tonnage, en fait. Ok. Olivier, Coca-Cola, encore une fois, le groupe est vraiment investi depuis de nombreuses années dans le recyclage. Et vous faites même, moi, ce que j'ai appelé de la recycle-conception. Est-ce que voilà, tu peux nous parler de la stratégie Coca-Cola au niveau du recyclage? Je ne connaissais pas le terme de recyclo-conception, mais je crois voir où tu veux en venir. Effectivement, nous, le recyclage, c'est stratégique, c'est crucial et c'est complémentaire avec les deux autres R. J'insiste bien sur la complémentarité. Alors, le visuel que vous avez ici, c'est la bouteille Sprite. Alors, l'enjeu, si on veut rentrer dans le cercle vertueux de l'économie circulaire, le point d'entrée, c'est, disait Valentin, on a besoin d'éco-concevoir. Précédemment, notre bouteille Sprite, il y a probablement encore 5 ans, était verte. Et donc, qui dit PET coloré dit non recyclable de la bouteille à la bouteille. Et donc, on a investi dans la transformation de cette bouteille pour passer en PET clair. Et donc là, c'est pas un projet récent, c'est un projet qui a probablement 4 ou 5 ans. Donc aujourd'hui, la bouteille de PET de Sprite est 100% recyclables et l'ensemble de nos matériaux sur le marché français sont recyclables. Voilà, ça c'est le point d'entrée. Et probablement qu'après, tu peux passer sur les éléments d'après. Qui dit éco-conçu, donc là, nous, pour l'instant, c'est bon. L'objectif in fine de cette boucle vertueuse de l'économie circulaire, c'est d'être en capacité d'incorporer de la matière première recyclée. Alors, le visuel que vous avez ici, c'est les bouteilles en plastique. Il n'y a pas que ça, il y a les canettes et ainsi de suite. Nous, notre ambition, c'est d'incorporer 100% de RPET, donc de PET recyclé dans tout notre portefeuille. Aujourd'hui, on a incorporé 100% dans les petits formats, ceux que vous avez ici. Et l'ADEME nous dit que pour une bouteille 100% RPET, c'est 77% ou 70%, je n'ai plus le chiffre en tête. 70%. 70%, merci. Merci de l'avoir corrigé. 70% de CO2 en moins versus une bouteille 100% issue du vierge. Nous, notre ambition, c'est de tendre vers 100%, d'avoir 100% de RPET d'ici 2030. De tendre ou d'avoir? Parce que je me pose la question. D'avoir. Alors moi, je me pose la question justement de avoir parce que on sait que dans le recyclage du PET, on perd un petit pourcentage. Donc, comment, en faisant de la croissance, c'est possible d'avoir 100% de matière recyclée si tout le monde s'y met finalement? Alors, c'est une bonne question. Nous, là-dessus, l'enjeu entre, on va dire, je vais répondre de manière probablement pas directe.
l'enjeu de cette économie circulaire, donc on éco-conçoit, ensuite on collecte, et aujourd'hui on a un gros problème au niveau de la collecte, puisqu'on a 59% des bouteilles plastiques qui sont collectées via le bac jaune en vue de leur recyclage, et donc ça veut dire qu'il y a quand même 41% qui finissent soit incinérés, soit enfouis. Donc économiquement, ça ne fait pas de sens, on détruit de la matière, et écologiquement, ça ne fait aucun sens non plus. Donc on a un enjeu d'augmenter. Ça, c'est un premier point. Et nous, on a regardé avec pas mal de parties prenantes quelle serait la manière de collecter plus. C'est la mise en place de la consigne pour recyclage qui fonctionne dans beaucoup de pays européens et qui permet de dépasser les 90-95%. Donc ça, c'est le premier point, on a un enjeu de collecte. Ensuite, on a un enjeu de recyclage. Et donc aujourd'hui, le recyclage, j'ai vu une question dans le chat sans avoir lu toutes les questions, mais j'ai vu passer une question de recyclage physique et de recyclage mécanique et de recyclage chimique. Nous, aujourd'hui, on investit dans les deux. Et on investit notamment dans le recyclage par dépolymérisation en complémentarité du recyclage mécanique et notamment, à ta question Fabrice, pour être en capacité de produire de l'équivalent du PET équivalent vierge issu de la dépolymérisation dans les prochaines années, et justement pour rentrer dans cette boucle illimitée. Voilà globalement, nous, notre enjeu. Donc là, ça concerne les bouteilles en plastique. On peut faire exactement la même chose sur les canettes. Donc nous, la mise en place de la consigne pour recyclage qui est une obligation, qui serait une obligation dans PPWR à l'horizon 2029 pour tous les États membres qui n'atteindraient pas 80% de taux de collecte en vue du recyclage pour ces emballages-là, sera une obligation de la déployer. Et donc, ça serait une consigne mixte, PET et canette. Et une canette qui contient 100% de R-Alu permettrait, encore une fois l'ADEME, de décarboner de 93% versus une canette qui n'en contient pas. Donc voilà, donc chez Coca-Cola, nous, on est clairement en faveur de cette consigne, ce qu'on appelle consigne mixte, consigne pour recyclage d'une part, à la norvégienne, et consigne pour réemploi, comme on a vu précédemment. Voilà, donc cette consigne mixte, réemploi, recyclage. Alors, je vais vous laisser peu de temps finalement pour répondre à ma dernière question, Valentin, mais ça va aller très très vite pour répondre à quelques questions qui sont dans le chat. Alors finalement, est-ce qu'il faut viser au-delà de la loi, de la réglementation, ou viser tous azimuts? Alors, Valentin. je me lance. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut se dire, la loi est très bien, parce qu'elle a permis de mettre une ambition, d'impulser une dynamique qui est certaine. Je pense que maintenant, tout le monde est engagé sur le fait qu'il faut faire quelque chose. Voilà. La question, c'est quoi? Évidemment, on voit qu'il y a différentes pistes. Ça peut avoir l'air un peu complexe, donc faut pas hésiter surtout à se faire aider, à se faire accompagner. Vous n'êtes pas seul dans ces moments-là. Maintenant, il faut garder en tête que de toute façon, il faut agir. Le statu quo, en fait, n'est pas possible. Il faut aller beaucoup plus loin. Et outre la loi, moi, j'irais même encore plus loin que ça. C'est-à-dire que si on regarde aujourd'hui l'impact CO2 des emballages ménagers en France, c'est à peu près 6,5 millions de tonnes. Si on veut respecter les accords de Paris, c'est quand même un accord international sur l'augmentation des températures, il va falloir qu'on arrive à diminuer de 80% ces émissions de CO2 d'ici 2050. D'accord ? Ce 80% de réduction d'émissions de CO2 d'ici 2050, on y arrivera uniquement si on active l'ensemble des leviers dont on a parlé. La réduction, le réemploi, le recyclage avec des taux de recyclage qui sont bien plus importants qu'aujourd'hui, et également la décarbonation et de la matière première recyclée et de la matière première vierge. Merci. Donc ça, c'est absolument clé. Oui. Olivier, je suppose que tu partages, mais que tu as des points. Écoute, je partage, je vais juste la compléter de notre côté. Écoute, moi je partage totalement la loi, comme tu l'as dit Valentin, ça fixe l'ambition, ça impulse une dynamique. On a un enjeu aujourd'hui, alors l'avantage c'est que le texte de PPWR est en train de sortir et ça c'est intéressant, mais on a besoin de stabilité réglementaire, ça c'est crucial, et arrêter les injonctions paradoxales, et on va avoir besoin, ça va se faire assez rapidement maintenant, de bien connaître l'articulation entre AGEC précédente et PPWR et voir comment les deux cohabitent. En tout état de cause, bon, ça c'est l'aspect légal. Nous, d'un point de vue marque, on a un devoir d'exemplarité, mais moi je terminerai par ça, c'est que surtout on a un devoir collectif de gérer cette transition économique au service de la transition environnementale et climatique dans le respect du vivant, et donc il faut qu'on y aille.
qu'on y aille ensemble, qu'on continue à décarboner sur toute la chaîne de valeur. Les emballages ont un rôle à jouer, mais il n'y a pas que ça. Et donc voilà, c'est une approche collective où Coca-Cola est effectivement très engagée. Donc, avant de passer aux questions-réponses, donc je dirais effectivement réduction, réemploi, recyclage, le mot a disparu, mais il y était nos limites pour effectivement limiter les émissions de CO2. Guillaume, merci pour vraiment c'est très clair, mais je pense qu'il y a des questions, peut-être Guillaume et les équipes de All for Pack Oui, il y a peuvent beaucoup. nous passer Ouais, bien sûr. les Merci, questions. hein, Nous merci. avons 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Ouais, exactement. Bah, je vais peut-être aborder le dernier thème, le dernier R que vous avez traité, qui est celui du recyclage, parce que ça a fait beaucoup réagir de nos participants, je pense notamment des fournisseurs d'emballage, à savoir sur les emballages qui ne peuvent pas se recycler, hein, du fameux slide là, avec le tableau qu'on a vu avec toi, Valentin. Ça représente environ combien de pourcentage et quel tonnage? Et est-ce que ça veut dire qu'à terme, on ne pourra plus utiliser ces matériaux? Alors, si on regarde au global, on est à peu près à 95% des matériaux d'emballage qui sont recyclables aujourd'hui. Des emballages qui sont recyclables. Si on regarde le plastique, plus spécifiquement, on a à peu près 65% des plastiques qui sont d'ores et déjà recyclables. On a entre 15 et 20% qui sont dans les filières en développement, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a à peu près 15-20% qui aujourd'hui n'ont pas de filière de recyclage. Et sont donc non Mais quand tu recyclables. dis 95%, c'est en poids ou Oui, en poids. Oui, en en poids. UVC? En poids. En poids. Donc, ce qui veut Euh, dire qu'en UVC, ça fait quand même beaucoup Tout à fait. d'UVC On sera entre ces chiffres-là et ceux du plastique que je viens de vous donner, quoi, en gros. Puisque le plastique représente à peu près 45% des UVC, mais seulement 25% du poids. Et donc oui, il va falloir travailler sur l'éco-conception déjà, hein, c'est la première étape. Comment est-ce que j'arrive à changer la conception de ces emballages-là pour faire en sorte qu'ils rejoignent soit des filières déjà recyclables, soit des filières en développement. C'est la première piste. Et après, pour les autres, bah, soit effectivement certains pourraient être interdits, hein, ça c'est l'Europe qui le dit et la loi AGEC également, hein, à partir de 2030. Ou alors, il pourrait y avoir des exemptions qui sont prévues par la PPWR. D'accord. Et justement, il y a une question sur le matériau du PE recyclé, du fait que Coca-Cola l'utilise pour ses bouteilles. Est-ce que cela veut dire qu'on peut utiliser du PE recyclé pour fabriquer des contenants à contact alimentaire? Alors, si on parle du PE, non, c'est les films de regroupement, hein, qui D'accord. regroupent les bouteilles dans lesquelles on va mettre du PE recyclé, donc qui ne sont pas en contact Mais je pense que avec c'était aussi l'alimentaire. au niveau du bouchon. Il Et posait il y a la une question sur question les bouchons aussi également, ouais, sur tout à le fait. bouchon et la réintégration du PE sur les bouchons. Ben non, pas contact, effectivement, en recyclage mécanique, pas contact alimentaire. Ce Après, sera mass balance. Ce sera recyclage chimique. On posera la question. Peut-être d'autres questions? Ouais, alors sur le réemploi, peut-être aussi pour toi, Valentin, en fait, vu donc on parle beaucoup de consignes pour l'agroalimentaire, notamment les boissons ou autres. Est-ce que il y a ce type de contenant possible aussi pour les circuits congelés, surgelés, et également pour les autres secteurs non alimentaires, type on parle de secteurs très industriels, type les lubrifiants automotifs. Est-ce que ça va s'appliquer pour d'autres secteurs de l'industrie? Alors, j'ai envie de dire qu'on va commencer, on va faire progressivement les choses, hein. Donc, on va là commencer par les standards qui sont en cours. S'il y a des besoins de travailler sur les standards, s'il y a des envies, des velléités d'aller faire plus de réemploi sur certains produits, ne pas hésiter à nous contacter. On va voir ce qui est possible, soit dans le cadre du développement des standards actuels, soit dans le cadre de futurs développements de standards. D'accord. Une Sachant que dernière? l'objectif, tel qu'il existe aujourd'hui, dans la loi AGEC, c'est bien 10% d'emballage réemployé en 2027. Et ça, c'est tout produit confondu. Donc, quelque part, c'est une grosse moyenne sur le marché. Peut-être on n'a pas le temps d'une dernière. Donc, ce qu'on va faire, c'est que de toute façon, on va regarder l'ensemble des questions qui Tout à étaient fait. posées et on y répondra individuellement puisqu'on a les noms. Je vais laisser, en tout cas moi, remercier Olivier et Valentin pour vraiment la qualité et la clarté de leurs propos. Et je vais laisser Guillaume conclure. Merci à vous tous et je
te donne la parole, Guillaume, pour la conclusion. Ouais, merci Fabrice. Je me joins à toi là pour vous remercier, Fabrice, et merci beaucoup, Valentin, Olivier, pour cette intervention super intéressante. Et on le voit au nombre très important de questions et de participation à ce webinaire. Donc, ce webinaire va être bien sûr disponible bientôt en replay, ce qui permettra également sur YouTube de le voir avec des sous-titres en anglais pour les personnes qui le souhaiteraient, anglophones, qui souhaiteraient prendre connaissance de ce contenu très riche. Et comme tu le disais, Fabrice, on va veiller à répondre au mieux à travers nos canaux de communication à toutes ces questions posées. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire très certainement avant l'été. Et ne pas oublier, bien sûr, qu'on se retrouvera tous lors du salon événement du 4 au 7 novembre, donc salon All for Pack Emballage Paris, à Paris-Nord-Villepinte, qui approche très vite. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tout le monde, bonne journée. Au revoir. Merci à tous, à bientôt. Au revoir.